Et avant de commencer, un remerciement pour la chaîne Sous la Toile. Marie, merci pour la visibilité que tu nous as offert sur ta dernière vidéo, que je recommande d'ailleurs, la vidéo comme la chaîne. Voilà une chaîne d'analyse d'œuvres très pertinente, très sérieuse, très bien référencée. Et voilà, entre Sous la Toile et Arcotech, c'est un vrai voyage dans le temps. Et quelle merveilleuse transition tu nous offres, puisque tu as présenté une œuvre de Quentin Metsys de 1514, et que nous allons parler d'un meuble tout à fait contemporain, influencé à la fois par l'Italie et par les Flandres. C'est le fameux coffre d'Azel Rideau. Conservé au musée du Louvre, ce grand coffre est emblématique de ce qu'on appelle la première Renaissance, qui est à la fois un des styles du mobilier français et à la fois un état de fait dans le mobilier. C'est la renaissance du mobilier français après le mobilier médiéval. Alors pour commencer, le coffre, c'est le plus ancien et le premier des meubles. Meuble 4 angles destiné à contenir et transporter objets, tissus, tapisseries ou vêtements. Mais il avait une utilité multiple, parfois de table, de siège, voire de lit d'enfant. Ici, c'est un coffre entièrement en noyer. Cette couleur brune claire est caractéristique, même s'il a été restauré et qu'il devait être un peu plus sombre à son époque. C'est aussi un bois caractéristique de la période au regard des âges du bois, dans le sens où certaines périodes ont utilisé un certain type de bois plus qu'un autre. En l'occurrence, les meubles médiévaux utilisaient très souvent le chêne, et l'époque du noyer, c'est justement cette époque de la Renaissance, donc fin 15e et 16e siècle. L'avantage du noyer, c'est qu'il est utilisé autant par les ébénistes et marqueteurs que par les sculpteurs, du fait de sa maniabilité et de sa résistance. Ici, c'est un coffre droit, très typique des coffres du nord de l'Europe, pas de forme en tombeau comme en Italie. C'est un coffre plutôt imposant, quand vous le comparez aux coffres voisins qui sont presque 2 fois moins hauts que lui, on comprend qu'on dépasse la norme. Alors ça veut aussi dire que si c'était un coffre normal, il faudrait un peu plus se pencher, presque se casser le ventre pour attraper ce qu'il y a dans le fond, plutôt que de se baisser simplement, mais ici, ce n'est pas un coffre normal. Vous imaginez bien qu'un tel coffre, sans poignée sur les côtés d'ailleurs, ce n'est pas un coffre qui se transporte, c'est un coffre qui évoque cette sédentarité progressive des meubles, qui ne se déménagent plus selon les demeures saisonnières. Et alors que les coffres qui s'ouvrent habituellement par le dessus, par le plateau, celui-ci est composé de 2 vantaux en façade, c'est-à-dire de 2 portes. Et le plateau reste donc fermé. Et à l'intérieur, une étagère, une cloison, donc 4 compartiments. Mais c'est bien un coffre et pas un buffet et pas une commode. Alors l'importante campagne de restauration de 2014-2015 a indiqué que ce coffre avait eu de nombreuses transformations au cours du temps dans sa structure, donc peut-être qu'au départ, il s'ouvrait comme un coffre normal. Ce qui est assez possible puisque lorsqu'on regarde de près, on s'aperçoit par exemple que les panneaux centraux sont mangés par les vers à certains endroits et beaucoup moins à d'autres, qui sont pourtant juste à côté. Et aussi qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans la finition avec ces baguettes d'encadrement, tout le meuble est soigné et là, on a cette bordure de cadre qui casse un peu l'effet des colonnes. Et puis, cette serrure complètement dissimulée, ou plutôt qui n'est pas mise en valeur comme on peut le voir sur d'autres coffres contemporains, et qui même, vu la taille du bois, est sûrement une serrure rapportée, creusée à travers l'ornement et le panneau de bois préexistant. Mais ce meuble a aussi un intérêt technique. À l'époque médiévale, les huchiers, c'est-à-dire ceux qui fabriquaient les meubles, fixaient ces meubles simplement en les clouant ou en les assemblant avec ce qu'on appelle des tenons et des mortaises qui vont perdurer. Mais au XIVe siècle, on développe aussi la technique de l'embrèvement, qui consiste à former un cadre et à insérer une planche décorative, ici en la faisant simplement glisser. La planche est décorée plus facilement et surtout, cette technique permet d'éviter l'éclatement du fait de changements d'hydrométrie ou de température. Donc finalement, on se retrouve avec un meuble qui est plus léger, plus solide et plus orné. Et ce coffre est un exemple de l'aboutissement de cette technique. Ici, sur les petits côtés du meuble, c'est la parfaite maîtrise de la technique de l'embrèvement, et on peut même penser qu'avant que le coffre ne se soit transformé, le panneau de façade était conçu de la même façon. Fini les petits compartiments ornementés qu'on applique sur des meubles et qui font encore très gothique, maintenant on peut s'afficher avec de grands panneaux ornementaux. Donc les décors sont plus élaborés et le décor Renaissance se développe plus librement sur les meubles. Mais alors Renaissance de quoi? Eh bien,
renaissance de l'Antiquité dans le vocabulaire des arts, les peintures, les sculptures, l'architecture, connue par l'étude des ruines de l'Empire romain, tout cela est étudié, récupéré, réemployé. Et sur ce meuble, au premier titre, entre structure et ornement à l'antique, ce sont ces balustres. L'arcature gothique disparaît au profit des balustres ouvragés aux angles et en bâtée centrale. Une bâtée, c'est la partie entre les deux vantaux qui évite de voir la jointure, bien sûr, entre les portes. Donc ces balustres sont caractéristiques du meuble de cette période Renaissance. La frise d'Oves également, qui soutient le plateau du coffre, ça aussi, c'est un élément repris de l'architecture antique. Et puis bien sûr, ces panneaux extraordinaires, ce sont de grands panneaux grâce à l'embrèvement. Sur ces espaces, les rinceaux, les grotesques qui font référence aux peintures des villas romaines antiques qu'on redécouvre à la Renaissance, ce sont ces ornements filiformes, ces têtes qui se métamorphosent en feuillages fous et qui se développent et prennent de l'assurance, ces chimères, etc. Ici vous voyez cette grande figure qui, en fait, est un développement sur toute la hauteur du meuble. Et puis, cette petite partie intrigante, ce blason, où on semble reconnaître les lettres J et G, ou J et C. Alors, je ne pense pas que ce soit un H, ce sont vraiment deux lettres qui sont nouées par cette petite cordelette, et qui pourraient sous-entendre les initiales du propriétaire de ce coffre. Alors, on pourrait dire que ce sont des grotesques italiens, mais tout ce bestiaire, c'est bien plus caractéristique des pays au nord des Alpes, et puis, définitivement, la structure de meubles n'est pas italienne. Et au centre des 4 panneaux se tiennent 4 bustes, 2 hommes et 2 femmes. Ces personnages ici fictifs, en relief, inspirés des médailles ou des bas-reliefs antiques. Alors, je le dis souvent, mais n'oublions pas que les artistes regardent sur ce qui se passe ailleurs et que les gravures circulent facilement, donc par le biais des marchands et également sur les foires. Et cet ensemble nous fait penser au motif de l'allemand Heinrich Aldegrever, ou surtout du hollandais Lucas de Leyde. Lucas de Leyde qui avait lui-même créé des ornements de grotesques qui se sont eux-mêmes diffusés. Et regardez ces profils, ces coiffes, ces cadres, c'est très proche de son travail. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce coffre est hollandais, ça veut dire que le huchier sculpteur s'est inspiré du travail de Lucas de Leyde. En réalité, si ce coffre est dit d'Azel Rideau, c'est parce qu'il y a longtemps qu'on a rapproché ce meuble avec d'autres meubles de cette région. Et qu'une étude un peu plus poussée, encore très crédible, avait établi un lien entre ce coffre et les stalles, c'est-à-dire les sièges réservés au clergé, dans la chapelle du château d'Ussé. Même profil, même traitement, ce qui pourrait signifier un même sculpteur. Or, on sait que ces stalles dateraient des années 1535, donc voilà, on va croiser toutes ces informations et on se retrouve avec un coffre français des bords de Loire, donc du premier tiers du XVIe siècle, fait par un huchier qui s'est inspiré de gravures flamandes. Donc vous voyez, c'est une confluence d'apports, le grotesque italien, la gravure allemande et hollandaise, la confection française. Et vous obtenez cet exemple merveilleux qui vous permet de comprendre que la Renaissance, c'est ça, c'est la diffusion des idées, des images, des textes, des échanges. Ces échanges arrivent par le commerce, par la guerre aussi, car la guerre provoque l'immigration d'artistes et de leurs œuvres et permet aux vainqueurs de ramener des trésors chez eux. Et là on pense à François Ier, qui est le roi de France à cette époque et qui déclenche tout cela après sa victoire de Marignan en 1515. Avec tout ça, vous comprenez que le mobilier aussi est un témoin des changements politiques, artistiques et sociaux de son temps. La Renaissance, ce qu'on en dit, ce qu'on en sait, ce qu'on croit en savoir, on ne peut pas en parler si on ne conçoit pas son ambiance, son art de vivre et son cadre de vie. Comme en peinture, en sculpture, en gravure, le mobilier en France évolue énormément à cette période. De la Renaissance gothique à la première Renaissance sous le règne de François Ier, jusqu'à la seconde Renaissance sous le règne d'Henri II, nous allons continuer de voyager dans le temps au cours du XVIe siècle pour comprendre tous les aspects de l'évolution de ce cadre de vie. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous assure que ça nous motive énormément. Merci Marie et Sous la Toile, encore une fois. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.